Bonjour à tous, bienvenue dans C'est la santé. Un Français sur 3 est allergique aujourd'hui. D'après les prévisions, 40% de la population européenne sera allergique en 2040. Au printemps, on est dans la période la plus critique pour les allergies au cyprès. C'est l'allergène numéro 1 de Provence. On parlera aussi des allergies croisées dans cette émission. Alors pourquoi fait-on des allergies? Quels sont les traitements possibles? Nos spécialistes vous répondent. Professeur Denis Charpin, bonjour. Vous êtes Bonjour. chef du service pneumologie et allergologie à l'hôpital Nord de Marseille. Docteur Marion Guita, vous êtes pneumologue allergologue dans ce même hôpital. Yann Massabi, vous êtes allergologue dans un cabinet à Marseille. Myriam Labbé, vous êtes allergique et vous nous parlerez de votre quotidien. Alors on l'a dit, le cyprès c'est l'allergène numéro 1 de Provence. Pourquoi est-ce qu'il est trop présent dans notre région, le cyprès, Denis Charpin? Alors l'allergie au cyprès, c'est pas tout à fait le printemps, c'est plutôt la fin d'hiver, c'est le premier trimestre de l'année. Et effectivement, l'augmentation de la fréquence de cette allergie a été spectaculaire. En 1970, il y avait eu une publication à Marseille sur 3 cas d'allergie au cyprès. Et aujourd'hui, dans toutes nos consultations, on a plusieurs de ces cas. Alors, cette augmentation est due essentiellement au fait que la proximité avec l'arbre est devenue beaucoup plus grande. Autrefois, le cyprès était en zone agricole. Aujourd'hui, il est dans les banlieues, autour des lotissements. Donc, l'exposition de la population est beaucoup plus importante. Et puis, peut-être, la pollution atmosphérique peut jouer un rôle additionnel en augmentant l'allergénicité de ce pollen. Alors on va y revenir justement, mais on dit donc qu'il y a de plus en plus de personnes allergiques, on parle de boom de l'allergie, est-ce que c'est vrai justement, est-ce qu'il y a beaucoup plus d'allergies aujourd'hui, est-ce qu'on peut l'expliquer ça? Oui, actuellement l'allergie augmente réellement avec quand même l'asthme qui lui se stabilise, on pourrait dire, et c'est quelque chose qui touche, vous l'avez dit, un Français sur 3. C'est la 4e préoccupation pour l'OMS en fréquence de maladies, et notamment la rhinite touche une personne sur 4, la rhinite allergique, notamment la rhinite au pollen. Myriam Labbé, vous êtes allergique, vous avez fait des tests, un petit peu d'allergie, et aujourd'hui vous êtes allergique à quoi? Qu'est-ce qui vous embête en fait au quotidien? Au quotidien, je peux dire que ce sont les poussières de maison, certains poils d'animaux, mais probablement les poussières qui véhiculent eux-mêmes. Là, je parle notamment du chien, du chat, et il y a certains pollens aussi. Voilà. Donc ça, vous êtes quelqu'un qu'on dit polyallergique, c'est ça Marion Guita, quand on cumule plusieurs allergies? Oui, tout à fait. On parle de polyallergie, effectivement. Dans la population générale, les gens sont souvent d'abord allergiques aux allergènes de l'environnement, donc les pollens, et puis on peut devenir allergique à certains aliments parce qu'il y a des structures communes dans ces allergènes et le système immunitaire finalement reconnaît des structures communes qui s'expriment par de l'allergie, par exemple une pollinose, le nez qui coule et qui gratte, et puis une allergie alimentaire à des fruits, des légumes, etc. Alors justement, pour les symptômes précisément d'allergie au cyprès, quels sont-ils? Qu'est-ce que vous disent les patients allergiques quand ils viennent vous voir? C'est le nez qui coule? Oui, alors les symptômes des différentes allergies au pollen se ressemblent, mais la particularité de l'allergie au cyprès, c'est qu'elle est très violente. Et elle entraîne par exemple des sinusites ou des saignements de nez. Et souvent, la prise en charge par les médicaments est difficile, les médicaments habituels ne suffisent pas. Il faut parfois que les patients prennent de la cortisone pour être soulagés, et puis aussi des traitements de désensibilisation. On en reparlera peut-être plus tard. Justement, je vous propose de regarder un reportage. Nous avons rencontré une patiente qui est venue passer un test allergique à l'hôpital Nord de Marseille. Regardez. C'est son plus vieil ennemi, le cyprès, l'allergène numéro 1 de Provence. Ayette est polyallergique, c'est-à-dire qu'elle est allergique à plus de 3 allergènes différents. Pollen, poils de chat, graminées, toutes ces allergies la fatiguent au quotidien. Les éternuements, ça me déclenchait un peu des crises d'asthme, donc ça me paralyse beaucoup au niveau de la vie de tous les jours. Je suis tout le temps en crise, je suis essoufflée, je suis fatiguée aussi. Donc c'est dans mon intérêt de commencer le traitement avant que toutes ces allergies arrivent. Pour identifier ces allergies, elle passe un test cutané aujourd'hui. Là, je vais lui mettre des petites gouttes sur la peau. Et ensuite, je vais piquer au milieu de ces petites gouttes pour faire rentrer le produit sous la peau. Ça gratte déjà ? Surtout ce bras.
15 minutes après, la peau est examinée dans les moindres détails. Les plaques rouges sont nombreuses. Le chat, le chien. L'infirmière note précisément les réactions aux différents allergènes. À partir de là, le médecin décide du traitement. Il y a 2 sortes de médicaments, les antihistaminiques, le plus souvent comprimés, et puis la cortisone en pulvérisation dans le nez. Et puis parfois, comme c'est le cas de la patiente qu'on rencontre aujourd'hui, ces médicaments ne sont pas suffisants pour bien contrôler la maladie, et alors il faut prendre pendant quelques jours, en tout cas, de la cortisone par voie générale, c'est-à-dire en comprimé. Comme elle est allergique à plusieurs choses, Ayette ne préfère pas tenter la désensibilisation. Ce traitement de fond par piqûre ou goutte sous la langue s'attaque à la cause de l'allergie, mais il faut le suivre pendant plusieurs années. Dès que c'est possible, elle emmène ses enfants, allergiques eux aussi, en altitude, à la montagne, où elle peut enfin respirer. Alors pour savoir à quoi on est allergique, on l'a vu, on passe des tests cutanés. Il y a aussi une prise de sang qui est effectuée, si Marion Guita, oui, systématiquement. Alors, bien sûr, les tests cutanés, on ne les fait que s'il y a une histoire clinique. Il n'est pas question de faire des tests cutanés à l'ensemble de la population. Mais effectivement, c'est le moyen diagnostique principal de l'allergie aux allergènes de l'environnement. On fait ce qu'on appelle des prick tests, des petits tests sur la peau, comme on a vu dans le reportage, et qui vont mettre en évidence une réactivité de la peau qui va signer une sensibilisation à l'allergène qu'on pourra interpréter en fonction du contexte clinique que rapporte le patient. Alors au niveau des traitements, on en a un petit peu parlé là dans le reportage, il y a les traitements pour l'action directe et le traitement de fond, c'est ça Yann Massabi, il y a un petit peu 2 actions, une action précise dans l'instant quand il y a une crise et sinon on peut faire un traitement plus long. C'est ça, comment ça se passe ? Le traitement de fond, je pense que vous faites allusion à la désensibilisation. C'est un traitement qui est le seul de la cause en fait du problème. Tous les autres traitements sont des traitements de la conséquence, avec donc les antihistaminiques cortisone et cortisone qu'on avale. Et alors que la désensibilisation, elle a 2 espoirs. D'une part, d'apporter un effet médicament quand même dès la première année, dès qu'on va l'utiliser. C'est ce qu'on oublie un petit peu parfois. On se dit ça va marcher quand on l'aura déjà pris pendant 4 ou 5 ans, mais ça va marcher avant. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler l'effet médicament de la désensibilisation. Mais surtout, et parce qu'elle est coûteuse, on doit faire attention à tout ça. Et c'est une méthode pour laquelle on espère un effet vaccin. Ça, c'est le deuxième effet, si on peut dire, de la désensibilisation. Et ça ne marche pas sur tout le monde, une désensibilisation. Ça ne marchera peut-être pas sur tout le monde. Il est évident que pour nous, le rêve, ce sera quelque chose avec une allergie unique. Alors que si quelqu'un a de vraies, nombreuses allergies, on va avoir un mal important à le désensibiliser. En revanche, il faut bien distinguer, c'est ce que disait Marion Guita tout à l'heure, quelqu'un qui est sensibilisé, c'est-à-dire qui a des IgE dans la prise de sang. Alors des IgE, parce que là, donc les petits anticorps de l'allergie, et qui a un test positif sur la peau, cette personne n'est peut-être pas malade. Il va falloir que le test corresponde à des symptômes qui correspondent à la saison. Et donc, on va pouvoir peut-être trier, en se donnant un petit peu de mal, 1 ou 2 allergènes, par exemple, importants pour cette personne, et l'aider par une désensibilisation. Myriam Labbé, est-ce que vous, par exemple, vous avez fait une désensibilisation, vous avez été tentée ? Oui, on en a fait une, mais il y a très très longtemps de cela, il y a bien 30 ans, et c'était uniquement... Il y a eu un mieux après. C'était uniquement les acariens et les poils de chien ou de chat. Je ne me rappelle plus bien. Mais ça avait été mieux après. Mais étant donné que j'ai des animaux à la maison depuis toujours, ça n'a pas tenu. Hein. Parce que vous êtes en contact. Voilà. Je suis en contact avec eux. Mais on peut dire aussi qu'on a fait d'énormes progrès en termes de désensibilisation et qu'il y a 30 ans, on utilisait des extraits allergéniques qui n'ont pas du tout les mêmes qualités qu'actuellement et que on les faisait effectivement par voie injectable. Maintenant, ça se fait surtout par voie sublinguale avec des petites gouttes. C'est ce qui est le plus efficace ou c'est pareil que la voie on est en train d'étudier c'est ce qui est efficace et qui comporte le moins de risques. Et donc, probablement qu'à l'avenir, on ne fera plus que cette voie-là. Et on a énormément progressé dans la qualité de ces extraits qui permet d'avoir des résultats plus efficaces que ce qu'on obtenait effectivement il y a 30 ans. Et donc là, c'est des gouttes quand on dit voie sublinguale, qu'on prend donc sous la langue tous les jours, c'est ça, pour une désensibilisation Oui, on les prend tous les jours ou 1 jour sur 2. Mais sur la désensibilisation, moi, je voudrais ajouter un autre intérêt, c'est que chez le patient qui a une rhinite allergique, ça empêche dans une certaine mesure l'apparition de l'asthme. Et donc ça, c'est peut-être un point
très important chez les enfants. Chez les enfants, oui. Oui, parce que l'asthme, qu'est-ce qu'on fait en cas d'asthme? Il y a tous ces sprays là qu'on peut utiliser, mais pour pallier la crise sur l'instant, mais... Oui, on utilise un traitement, mais enfin qui est symptomatique, comme on l'appelle, c'est-à-dire que ça maîtrise les conséquences de la maladie. Mais enfin, une fois qu'on est asthmatique, ensuite on est sensible à différents allergènes, différents polluants. Et donc, il faut prendre des précautions dans la vie de tous les jours. Alors, on a parlé tout à l'heure, Marion Guita, vous en avez parlé, des allergies alimentaires. Donc, oui. En fait, on parle d'allergies croisées quand il y a une allergie et au pollen et à des aliments. Oui. Ça touche tout le monde, ça, ces allergies alimentaires, ou comment on sait? Alors, ça touche pas à tout le monde, mais ça touche de plus en plus de personnes. Et effectivement, les constatations des cliniciens ces dernières années ont été que des gens, par exemple allergiques au cyprès dans nos régions, étaient bien souvent allergiques à la pêche, et on s'est aperçu qu'il y avait une explication immunologique là-dessus, et que effectivement moléculaire, du coup, moléculaire, exactement, parce qu'on est à l'ère de l'allergologie moléculaire à l'heure actuelle, et que des patients reconnaissaient des petites structures des allergènes, des petits morceaux de protéines qui étaient communes à l'allergène du cyprès et par exemple à l'allergène de la pêche, et que des gens qui avaient une rhinite au cyprès, du coup, ne pouvaient pas se permettre de manger de la pêche. Et c'est quelque chose qu'on constate avec d'autres aliments et d'autres allergènes polliniques, tout à fait. D'accord. Donc vous, Myriam, par exemple, vous êtes aussi allergique à comme ça d'autres choses. Il y a par exemple les pommes, c'est ça aussi? Vous ne pouvez pas manger de pommes crues? Non. Il vaut mieux pas. Alors je cuis. Vous cuisez tous les fruits? Je cuis, énormément de fruits. On a parlé aussi tout à l'heure de la cerise, mais c'est aussi un fruit que je ne consomme pas cru, mais je fais des compotes, voilà, où je mange tout ça dans des tartes. Alors ceci est expliqué scientifiquement par le fait que les allergènes, quand ils sont cuits, perdent leur allergénicité. Et bien sûr, c'est pas vrai pour tous les allergènes, pour un certain type de protéines bien déterminées, parce que faut pas faire au hasard, courir le risque aux gens qui nous écoutent de faire ça. D'accord. Et que parmi les autres allergies de ce type, il y a aussi les allergies à la pêche, vous l'avez dit, la banane, c'est ça. Il y a aussi au latex. Il y a des gens qui sont allergiques. Oui, ça c'est autre chose, c'est essentiellement le personnel de santé qui est en contact avec le latex par les gants essentiellement. Et il y a une vingtaine d'années, on avait décrit à Marseille une allergie croisée avec la banane. C'était une infirmière qui avait fait plusieurs chocs anaphylactiques péropératoires, donc elle avait été opérée, elle avait fait des chocs allergiques, et par ailleurs elle était venue consulter pour une réaction allergique grave à la banane, et on a rapproché ces deux éléments, on a pu montrer là encore qu'il y avait un élément moléculaire commun entre ces deux produits. D'accord, oui, c'est assez récent en fait, toutes ces similitudes, finalement ça a quelques années. C'est récent, effectivement. Enfin, quand on dit récent, ça veut dire qu'une recherche a 20 ans en moyenne, et qu'on utilise, par exemple, nous en biologie, par les prises de sang pour la recherche d'anticorps, les fameuses IgE, on utilise ça depuis 3 ans et demi, 4 ans maintenant. Et grâce à ça, on fait donc un diagnostic beaucoup plus précis. Et en général, qui dit diagnostic plus précis, dit meilleure efficacité après du choix des traitements, et aussi de la prévention, du choix de la trousse d'urgence. Pour la gravité, on a des critères de gravité qui nous permettent de dire là, pour cette personne, on va utiliser absolument d'adrénaline dans la trousse d'urgence. On a des critères aussi de pronostic. On peut dire si tel allergène, par exemple de la cacahuète, est coupable, on va être très prudent et donner une trousse d'urgence en pensant qu'il peut y avoir éventuellement un accident sévère. Et puis tel autre, ça va être beaucoup plus rassurant. Myriam, vous avez une trousse tout le temps avec vous, c'est ça, une trousse d'urgence en cas de crise. Qu'est-ce qu'il y a dans votre trousse, par exemple? Il y a de l'anapène, donc c'est la seringue avec l'adrénaline, voilà. Vous avez un aérosol aussi en cas de crise d'asthme? Aussi. Oui. D'accord, et ça c'est certainement. Oui, j'en ai aussi, tout à fait. Parce que pour les enfants, c'est dans ces cas-là qu'il faut faire très attention. Comment on ne soigne pas pareil de la même manière un enfant qu'un adulte? Marion Guita. En termes d'allergie alimentaire, on soigne de la même façon un adulte et un enfant. Simplement pour l'enfant, là où les choses vont être compliquées, c'est par exemple manger à la cantine, et donc il faut absolument que ces enfants aient une trousse d'urgence à disposition, y compris sur leur milieu scolaire. Mais grâce à la mise en place de ce qu'on appelle nous un PAI, un projet d'accueil individualisé, ces enfants normalement doivent être accueillis dans les structures scolaires et notamment à la cantine en pouvant manger normalement, enfin en tout cas en respectant le régime des
d'éviction prescrit par l'allergologue et avoir à disposition sa trousse d'urgence. Pour combattre son allergie, est-ce qu'on peut donner des conseils pratiques? En tout cas, quand on parle d'allergie au cyprès, par exemple, est-ce qu'il faut ouvrir ses fenêtres ou pas? Est-ce qu'il faut aérer ou pas du tout? Quels sont les conseils? Alors, pour les pollens, on conseille une aération raisonnable. J'ai lu une demi-heure par jour à peu près, pas trop longtemps, parce qu'on fait rentrer les pollens eux-mêmes les jours de vent ou des polluants. On conseille, alors après il y a des petites anecdotes, on peut se laver les cheveux par exemple après une longue balade dans les bois et les champs avec un jour de vent puisque le pollen va être porté par les cheveux. Dans mon cas c'est très raisonnable. Et on peut aussi recommander de ne pas éteindre du linge humide qui va capter le pollen à sa surface et on va ensuite dormir au contact de ces pollens. C'est des petites anecdotes. Voilà. Vous Myriam par exemple, quelles sont les précautions que vous prenez au quotidien? Par exemple pour faire le ménage, là il faut vraiment que vous vous protégiez, c'est ça? Oui, je mets des gants pour nettoyer, pour faire la vaisselle. Je fais fort attention à ce que j'utilise aussi comme produit d'entretien. Il y a des produits que je ne tolère pas bien, mais ça c'est autre chose encore. Mais voilà, je fais attention à plein de choses. Il faut prendre les poussières régulièrement pour éviter qu'il y en ait partout, nettoyer, voilà. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on risque? On risque d'avoir le nez qui coule, les yeux qui chatouillent, donc les petits phénomènes habituels qui reviennent. Voilà. Ces allergies, oui, elles ont un vrai impact sur la qualité de vie. J'imagine que les patients vous en font part. Le sommeil est perturbé. Il y a des liens avec le travail aussi parfois. C'est ça. Qu'est-ce qui est le plus handicapant finalement? Oui, quand on a une personne qui a à la fois une rhinite et un asthme, on est surpris de voir quand on l'interroge que ce qui la gêne le plus souvent c'est son nez. Oui, ça la gêne pour ses activités sociales, pour dormir, pour se concentrer dans son travail. Et on constate que les maladies allergiques sont une cause très importante d'absentéisme à l'école et au travail aussi. Donc c'est une maladie qui pourrait paraître comme ça un peu légère et on se rend compte que pour la vie quotidienne des personnes, c'est un retentissement tout à fait considérable. Sur le sommeil aussi, oui, on imagine si on dort mal, forcément, ça se répercute sur la journée et du coup, derrière, c'est un cercle vicieux, quoi. Oui, c'est décrit, trouble du sommeil, trouble de la concentration. En amont, on est moins efficace au travail ou à l'école pour les enfants. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir ou vécu ou soigné pour comprendre que c'est effectivement pas si anodin que ça. Je te rejoins tout à fait. Pour les pollens de cyprès, est-ce qu'il vaut mieux vivre en ville? On imagine peut-être il y a moins de perturbations qu'à la campagne. C'est ça, Marion? Ou est-ce qu'il y a des choses comme ça précises? Plus on s'éloigne, mieux on est? Non, je crois qu'on ne peut pas dire ça. Enfin, ce qui fait cette maladie, c'est la proximité avec les arbres. Et vraiment, c'est la multiplication des haies. Enfin, le problème, c'est les haies, ce n'est pas les arbres isolés. Les haies de pollen, les haies de cyprès produisent un nombre de pollen absolument considérable. Dans les pays méditerranéens, le cyprès produit autant de pollen que toutes les autres espèces végétales. Et donc, c'est surtout en zone périurbaine qu'on est le plus exposé à ces pollens. Et est-ce que par exemple si je traverse un champ de pollen, là d'ailleurs on a une image de champ de pollen qu'on pourra voir, un champ de cyprès, je peux tout de suite être allergique? Ça se passe comment? Ça se fait rapidement? Si vous êtes déjà sensibilisé, oui, en traversant le champ de pollen, le champ de cyprès, vous pouvez avoir des symptômes. Sinon, non. Enfin, le cyprès, d'ailleurs, le pollen de cyprès Ça, c'est l'armoise, justement. Ça fait partie aussi des allergies croisées, non? Ouais. Le pollen de cyprès a un rôle assez particulier, c'est-à-dire que tout le monde peut devenir allergique à ce pollen. C'est pas comme les autres pollinoses. À force d'être allergique au fil des années, à des doses très importantes, on peut tous être allergiques au pollen de cyprès. Et donc c'est pour dire que les mesures au plan de la collectivité sont très importantes parce que le cyprès lui-même, spontanément, ne se reproduit pas. Il est planté. Et donc c'est vraiment une maladie créée par l'homme et on devrait penser qu'on peut la maîtriser. Donc l'idée, ce serait couper tous les cyprès de nos régions Non, peut-être pas sans aller jusque-là, mais il y a des recherches sur la sélection de cyprès qui produisent peu de pollen. Il y a même un modèle de cyprès stérile, donc un cyprès qui ne produit pas de pollen du tout. Il y a aussi la possibilité, avant la saison pollinique, de tailler les cyprès. Et puis, comme on le disait, il y a aussi la possibilité, si on ne veut pas des haies trop grandes, d'alternatives, d'autres espèces végétales non allergisantes.
Parce que ce qui pose problème, voilà, on a parlé vraiment de ce pollen. En fait, c'est une substance qui est volatile et qui est dans l'air, c'est ça. Et donc, effectivement, dès qu'on va passer à proximité, eh ben, ça va se positionner sur nos... Exactement, ça va rentrer dans les voies respiratoires, les yeux. C'est pour ça que l'atteinte est souvent des deux côtés. Quelqu'un qui a une atteinte unilatérale d'un œil ou d'une narine doit consulter un ophtalmo ou un ORL, mais pas un allergologue. Donc on a une atteinte vraiment par le vent qui porte ce pollen qui est minuscule. On est de l'ordre du micron, donc du millième de millimètre. On peut avoir justement des images microscopiques. Et ça rentre absolument partout dans nos yeux, dans notre nez, puis dans nos bronches, car une fois que c'est dans notre nez, nos sécrétions nous permettent de l'avaler, de le déglutir. Voilà, donc ça, c'est un pollen microscopique, justement. Voilà, là on le voit en microscopie électronique, il est colorisé et on voit que chaque pollen est quelque chose d'absolument typique. C'est une espèce pour un pollen. Les palynologues sont les chercheurs, les scientifiques qui étudient les pollens, et on a même, vous savez, des paléopalynologues qui retrouvent des espèces très anciennes qui n'existent plus, et le pollen est spécifique d'une espèce donnée. Mais par exemple, pour les cupressacées, la famille du cyprès, ces pollens se ressemblent un petit peu, et c'est pour ça qu'on a des symptômes croisés entre les cyprès, les genévriers et les thuyas. Donc il vaut mieux pas planter une haie de thuya si on est allergique au cyprès. Est-ce que si on est allergique, si les parents sont allergiques, les enfants le sont forcément ou pas? Oui, sur les pollens, peut-être on peut ajouter pour les auditeurs qui ne savent peut-être pas que c'est le spermatozoïde du règne végétal. Et alors comme le pollen dans l'air va retomber de façon exceptionnelle sur l'élément femelle, on comprend que pour la propagation des espèces continue, il faut qu'il y ait une production de pollen absolument formidable, puisque sur 1 million de pollen, il y en a peut-être un qui va atteindre sa cible. Vous voyez, donc ce sont des quantités absolument considérables qui se trouvent dans l'air. Disons une haie de cyprès, ça fait des milliards de pollen. Et sur les enfants, alors oui, on a plus de chance si on a les parents allergiques. Et bien effectivement, avoir des parents qui sont eux-mêmes allergiques, c'est un facteur de risque d'être soi-même allergique, parce qu'on sait très bien que c'est une maladie inscrite dans nos gènes génétiques, et qu'interagit après l'environnement, c'est vraiment soumis à l'influence de l'environnement, à notre façon de vivre. Mais effectivement, on a beaucoup plus de risques d'être soi-même allergique, d'avoir de l'asthme, de la rhinite allergique, si on est issu de parents qui sont eux-mêmes allergiques. Sur les causes, donc oui, l'environnement, la pollution joue un rôle. Qu'est-ce qui aujourd'hui favorise comme ça toute cette émergence d'allergie? Alors la pollution joue probablement un rôle. Enfin, elle joue surtout un rôle à partir du moment où on a la maladie. Quand on a une rhinite, on a un asthme, on est plus gêné au moment des pics de pollution. Elle joue probablement un rôle aussi dans l'apparition de la maladie. Mais ce qui joue sûrement un rôle beaucoup plus considérable, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse hygiéniste. C'est le fait que les populations, au fil du temps, s'urbanisent. Elles vont en ville, et allant en ville, elles perdent les racines, le contact avec le monde campagnard. Et le monde campagnard, c'est le monde microbiologique avec des moisissures, des bactéries, dont on pense qu'elles jouent un rôle protecteur. Donc le fait justement de, par exemple, pour ces enfants d'être hyper protecteurs et de toujours se laver tout le temps les mains, etc. Voilà, on conseille qu'il ne faut pas trop en faire. Et il y a effectivement par exemple les écoles Steiner qui ont un mode de vie, qui apprennent aux enfants un mode de vie assez naturel, dont on a pu montrer qu'ils étaient moins allergiques. D'accord. Et au niveau de l'impact aussi, le facteur psychologique, ça peut déstabiliser aussi, ça peut peut-être provoquer des allergies ou pas? Alors, dans l'asthme, en tout cas, on sait très bien qu'il y a un facteur psychologique. Bien sûr, ce n'est pas le facteur psychologique qui va vous faire devenir asthmatique, mais oui, effectivement, les facteurs psychologiques, le stress, etc., c'est un facteur qui va pouvoir entraîner une perte du contrôle de l'asthme et effectivement faire que les gens asthmatiques aient une période difficile dans leur maladie. Oui, tout à fait. Alors, comme conseil qu'on peut donner, on est vers la fin de l'émission, en cas si vous retrouvez des symptômes dont on a parlé, il faut consulter un allergologue. Alors, le souci, c'est qu'il y a de moins en moins d'allergologues. Peut-être on va dire un mot là-dessus. C'est pas évident quand même d'avoir une consultation rapide. C'est vrai rapide. qu'il y a assez peu d'allergologie parce que ça n'est pas encore reconnu comme spécialité. Donc c'est difficile peut-être pour les jeunes médecins de s'engager là-dedans. C'est quand même un diplôme d'études supérieures complémentaires, un DESC. Et donc on aimerait bien que de nombreuses personnes, surtout dans une école aussi sympathique que celle de Marseille, s'inscrivent et rendent cette allergologie qui est passionnante un petit peu plus vivante. Mais nous sommes effectivement peu nombreux et il y a de l'attente pour nous voir. C'est un petit peu le souci actuel. Je crois que nous sommes un peu plus de 2000, je crois, en France maintenant, diplômés. Et dans la région Dans la région, je n'ai pas de chiffre précis, mais pour vous donner une idée, donc vous le savez,
un Français sur 3 a une allergie. Et donc ça fait 2000 personnes, un peu plus de 2000 personnes, pour 22 millions de Français gênés. D'accord, donc on lance un appel aux patients. Absolument, et on conseille beaucoup de patience. Merci en tout cas à tous les 4 d'être venus sur notre plateau. Je rappelle qu'il y a une application Alerte Pollen qui peut vous faciliter la vie. Je crois que ça recense un petit peu les zones à risque. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau C'est la santé. D'ici là, vous pouvez nous écrire sur lcm.fr ou sur les réseaux sociaux. À très bientôt. Bonne journée.